Notre histoire prend place à Sacramento, ville californienne des États-Unis. Sacramento est une ville réputée de la côte ouest. Elle a connu son expansion pendant la ruée vers l'or, vers le milieu du 19e siècle. La ville comptabilise 2 millions d'habitants en comprenant sa banlieue. Lawrence William McNabney est né le 19 décembre 1948. Il est surnommé Larry par tout son entourage. Il est le fils de Mary Alice et de James McBagney. Larry est le dernier enfant de la famille. Mary et James ont eu un premier garçon, Lawrence, en 1944. Cependant, l'enfant est décédé peu après sa naissance. Il y a ensuite Lloyd en 1947. C'est donc un an après que Larry est venu au monde. Et ici, on a très peu d'éléments sur l'enfance et l'adolescence de Larry. L'homme va devenir à l'âge adulte un brillant avocat. Par son travail, il commence à gagner beaucoup d'argent. L'homme se construit par la suite une solide réputation. Il monte un cabinet d'avocats à Las Vegas, puis à Reno. Larry a également une passion pour les chevaux. Il monte à cheval lors d'événements importants. Larry est constamment en quête de nouvelles choses. Il se lance dans la pratique du marathon, s'achète de nouveaux véhicules et étudie même la sagesse ancienne dans une école de Washington. Sa vie semble parfaite sur tous les plans. L'avocat aime cultiver son esprit au même titre que son apparence. Et concernant la vie sentimentale de Larry, il y a beaucoup de choses à dire. Alors c'est pas ce que vous croyez, il ne cumule pas les petits amis. Larry a 4 divorces à son actif. Parmi les femmes qu'il a épousées, il y avait une médecin et une avocate. L'homme a une quarantaine d'années lors du dernier divorce. Il a 3 enfants de ces unions, dont Joe et Christine. Alors qu'il se trouve à son travail, Larry fait la connaissance d'une femme en 1995. Elle se nomme Elisa Redelsperger ou Elisa Brash. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi l'hésitation entre ces deux noms de famille. La jeune femme de 29 ans est venue postuler au cabinet d'avocat de Larry. Elle est charismatique, souriante, la rendant assez vite avenante aux yeux des autres. Elisa est engagée, ce qui lui permet de faire davantage connaissance avec Larry. Elle est gestionnaire et assiste Larry sur des affaires importantes. D'ailleurs, petite parenthèse ici, j'ai une question qui me turlupine le cerveau. Pour vous, est-ce que c'est correct de draguer au taf? J'entends par là de dragouiller et de sortir avec une personne que tu as rencontrée au taf, dont potentiellement ton patron. Est-ce que pour vous c'est possible et vous trouvez ça normal, ou au contraire, chaque chose a sa place? Est-ce que pour vous le professionnel, ça doit rester professionnel, ou au contraire, on peut vivre en liberté et faire un peu ce qu'on veut? Je suis assez curieux, peut-être que vous avez vécu des choses similaires. J'attends vos avis dans les commentaires. Bref, la jeune femme se révèle coriace en affaires. Elle insiste auprès des compagnies d'assurance pour les règlements et dommages et intérêts pour les clients du cabinet. Elisa se démène pour que les sommes soient conséquentes. Larry est impressionné par cette femme. Il s'amuse à dire à ses amis qu'elle est aussi impitoyable que lui en affaires. Larry, qui est engagé dans une relation amoureuse depuis 7 ans, quitte sa petite amie. L'avocat est depuis un petit moment en train de se rapprocher d'Elisa. La fin d'année 1995 est particulière au sein des bureaux de Las Vegas. Une enquête est réalisée par le Nevada State Bar. On est sur une affaire très sérieuse. Il s'agit d'un organisme opérant sous la supervision de la Cour suprême. Ici, je ne saurais pas vous dire pour quelle raison une enquête a été lancée. Cependant, elle permet de faire des découvertes accablantes au sujet d'Elisa. Cette dernière a détourné une importante somme d'argent comprise entre 70 000 et 140 000 $. À qui, vous allez me dire? Eh bien à un ou plusieurs clients du cabinet. Et le pire, c'est que Larry était apparemment au courant de cette histoire. Il l'aurait même laissé faire. Et je suis même tombé sur 2 scénarios possibles. Larry était soit au courant depuis le début, soit il l'a su avec l'enquête de l'organisme. Attendez d'avoir la suite, vous allez être surpris. L'affaire conduit Larry à fermer ses bureaux de Las Vegas et Reno. Lui qui résidait dans l'état du Nevada, il décide de changer d'air et dépose ses valises à Sacramento, en Californie. L'avocat repart alors de zéro. Il va monter un nouveau cabinet dans la ville. Mais plus surprenant encore, il n'est pas seul dans cette nouvelle aventure. Elisa l'a accompagné. Elle n'a visiblement pas été plus inquiétée que ça suite au vol. L'année précédant leur rencontre, le couple s'unit. Dans les nouveaux locaux, Elisa exerce toujours auprès de son mari. La vie du couple en Californie se déroule plutôt bien. Les McNabney possèdent de belles voitures, des maisons immenses et splendides. Ils ont même des chevaux. Ils assistent à des événements et participent à des fêtes. La réputation de l'avocat n'est plus à remettre en question à Sacramento. Il a toujours des relations dans le milieu de la justice et se crée un nouveau réseau. Larry est également connu dans la ville.
notamment grâce à des publicités placardées un peu partout. On le voit à cheval dans les montagnes, arborant un chapeau de cow-boy. Il est appelé par le surnom Marlboro Man. Pour moi ici, ce serait en référence avec la célèbre marque de cigarettes. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas trouvé mention qu'il était fumeur. Donc le surnom est un peu étrange ici. Après plusieurs années, le couple McNabney engage une nouvelle secrétaire en 2000. Elle se nomme Sarah Dutra. Elle est âgée de tout juste 20 ans et elle étudie l'art au Cal State Sacramento. Elisa et elle deviennent rapidement amies. Les deux femmes font des sorties shopping ensemble. Elles aiment même revêtir des tenues assorties. Je pense que c'est mignon quand t'es gosse ou pour un déguisement. Mais dans la vie de tous les jours, s'habiller comme ça, c'était un peu spécial. Le 5 février 2002, des ouvriers agricoles font une terrible découverte dans un vignoble de Lyndon. Une jambe humaine dépasse du sol. Un corps humain a été enterré sur place. Les autorités sont immédiatement prévenues. La victime est extraite de sa tombe de fortune. Une autopsie et des analyses sont effectuées afin de connaître l'identité de la personne. Il s'agit de Larry McNabney, qui a disparu 5 mois plus tôt. Il est mort depuis un certain temps visiblement. Le corps est relativement bien conservé. Il a été placé dans un lieu froid, un congélateur par exemple, avant d'être finalement enterré. L'autopsie permet de déterminer la cause de la mort de l'avocat. Il a été empoisonné à l'aide de tranquillisants pour chevaux. Des agents de police se présentent au domicile du couple McNabney. Ils ont la lourde tâche d'annoncer le décès de l'avocat à sa femme Elisa. Cependant, personne ne vient leur ouvrir la porte. En effet, cette dernière n'est plus réapparue depuis plusieurs semaines maintenant. D'ailleurs, les agents de police remarquent que la maison a été vidée. Les enquêteurs se lancent en quête d'indices et de témoignages au sujet de la victime. Larry ne donnait plus de nouvelles de lui depuis un certain temps. Joe, le fils de l'avocat, indique que ce n'était pas la première fois que Larry s'absentait. Cependant, c'est la durée prolongée qui l'a alerté. Les semaines et les mois ont passé sans aucune nouvelle de sa part. Joe avait l'espoir que son père reviendrait pour la période de Noël, mais l'homme ne s'est jamais présenté. Il a alors fait part de son inquiétude auprès de la police. Joe va parler de la relation de son père avec sa dernière épouse, Elisa. Larry lui avait fait part de sa volonté de s'en séparer. Cependant, l'avocat ne pouvait pas procéder à cet énième divorce. Il a indiqué à son fils qu'Elisa avait connaissance de beaucoup de choses et qu'elle les révélerait. Le caractère abusif et violent de la victime fait également surface. 2 ex-épouses ont fait part de violences subies de la part de Larry. Elles ont obtenu des injonctions à son encontre, afin qu'il ne puisse plus s'approcher d'elle. Sa deuxième femme a subi des épisodes d'étranglement. Il aurait également projeté sa tête contre un véhicule. Sa consommation de substances et d'alcool était souvent déclencheuse de ces violences. C'est pour vous donner une idée du caractère de l'homme. La dernière fois que la victime est aperçue, c'était lors d'un événement de chevaux dans le sud de la Californie, à Industrie. C'était le 10 septembre 2001. Elisa l'accompagne à cette occasion. Larry n'était pas au meilleur de sa forme. Et c'était assez étonnant de voir ça, car cet homme n'avait apparemment aucun problème de santé. Mais à ce moment précis, il assure être malade et préfère rentrer à sa chambre d'hôtel. Le lendemain, le couple ne se montre pas au concours. La chambre d'hôtel du couple indique un panneau « Ne pas déranger ». D'ailleurs, dans le véhicule des McNabney, on remarque la présence d'un fauteuil roulant et de 2 pelles. Larry ne réapparaîtra plus au bureau par la suite. Elisa cherchera de nombreuses excuses pour expliquer l'absence de son mari. Elle justifie le départ précipité de l'événement de chevaux par une dispute. Cette période coïncide avec les conclusions du médecin légiste. Larry est mort peu après cette dernière apparition, visiblement. Le comportement de l'épouse du disparu interroge. Elisa commence à donner des affaires de son mari, dont certaines assez chères. La maison du couple se vide progressivement. Elle va s'équiper d'une bague ainsi qu'une montre de Larry. Les amis de l'avocat trouvent ça troublant, mais la trentenaire assure que Larry ne sera pas dérangé. Elle va louer une nouvelle voiture pour elle, une Jaguar, mais aussi une BMW pour son amie Sarah. Son apparence va changer aussi. Ses cheveux bruns sont teints en blond et elle perd du poids. En fin de compte, elle a disparu avec sa fille en possession d'1 demi-million de dollars. Le témoignage de la dresseuse de chevaux du couple est important. Debbie Cale rapporte une conversation qu'elle a eue avec Elisa avant la disparition de Larry. La femme se renseignait sur les produits vétérinaires donnés aux chevaux.
Elle questionne la dresseuse sur la mortalité éventuelle de certains produits. Elisa McNabney dissimule bien plus de choses à son sujet qu'elle ne laisse penser. La trentenaire ne se nomme pas Elisa Redelsperger. Sa véritable identité, c'est la reine Renée Smith. Mais ici, pour pas se perdre, on va continuer à l'appeler Elisa. Elle est née le 20 janvier 1966 à Attleboro dans le Massachusetts. Je suis également tombé sur une autre date de naissance, celle du 3 janvier 1967. Ses parents sont Jackie et Jess Sims. La famille Sims déménage à Brooksville, en Floride. Le père de famille dirige la société Sims Machine and Control. Elisa est une excellente élève, en particulier au Hermondo High School de Brooksville. Elle possède d'ailleurs un QI de 140 qui est bien supérieur à la moyenne. Elisa quitte cependant le lycée avant d'obtenir son diplôme. Elle se marie dans un premier temps avec Scott Jordan alors qu'elle a 18 ans. La cérémonie se déroule chez les parents de la jeune femme. Le couple donne naissance à Hailey en 1985. Elisa se trouve un emploi dans une agence d'assurance, dirigée par une amie de ses parents. L'union ne dure pas bien longtemps, et un divorce est prononcé alors qu'Elisa a 20 ans. Un second mariage intervient, puis l'arrivée d'un deuxième enfant, Cole. Le schéma se répète et Elisa se retrouve mère célibataire avec 2 enfants. C'est vers une vie de débauche que la jeune femme se dirige. Elle commence à voler dans des magasins suite à son deuxième divorce. Mais Elisa se fait finalement prendre la main dans le sac. Elle est arrêtée pour la première fois à 25 ans. Elle a alors volé une coloration dans un magasin à Tampa. La jeune femme est libérée dans la foulée, munie d'un dispositif à la cheville. Elle va directement à l'encontre de sa probation. Elisa utilise une carte de crédit volée. La jeune femme se retrouve en prison pour 7 mois pour violation de sa conditionnelle. Toujours munie de son moniteur à la cheville, Elisa se trouve le moyen de s'en défaire. Elle s'enfuit en voiture à Las Vegas, en compagnie de Hailey. Elle semble avoir la garde exclusive de sa fille uniquement. Afin d'échapper à la justice, Elisa change d'identité à plusieurs reprises, au total 38 fois, c'est juste énorme. Et elle n'hésite pas à voler l'identité de femme qu'elle rencontre dans la vie. Elizabeth Barash était une femme qu'elle avait rencontrée en prison. Ce serait potentiellement sous ce nom qu'Elisa aurait rencontré Larry. Le casier judiciaire de la veuve est très fourni. Il contient 113 pages concernant ses délits. Elisa est recherchée en Floride et à Washington pour vol de carte de crédit et vol à main armée. Comme elle multiplie les identités, elle a également plusieurs numéros de sécurité sociale. Il semble que Larry n'a jamais eu connaissance du passé criminel de sa femme. Il savait juste qu'elle était capable de monter des stratégies pour voler sa société. Déjà ça normalement c'est un putain de gros red flag. Mais lui, on avait l'impression qu'il en avait un peu rien à faire. Je vous avoue que si je rencontre une femme qui a des magouilles aussi énormes, je me pose des questions. Les enquêteurs se lancent aux trousses de la veuve. Un mandat d'arrêt pour meurtre est émis à son encontre. C'est une véritable chasse à l'homme qui est lancée. On soupçonne Elisa d'avoir quitté l'État. Et pourquoi pas d'avoir quitté le pays. Ce ne sont alors plus les forces de l'ordre locales qui sont sur le coup. Le FBI se joint en recherche. La fugitive demeure introuvable plusieurs semaines. C'est finalement sa fille Hailey qui prend contact avec les autorités. Elle fait partie de la cavale de sa mère depuis le début. Mère et fille ont atterri à Destin, en Floride. Elles ont emménagé dans une maison qui leur a été prêtée et y ont vécu peu de temps. À ce moment-là, Elisa et sa fille se présentent sous de nouvelles identités. Elisa devient Penelope Ivaroni. Elisa avait fait la connaissance avec un sexagénaire lors d'un tournoi de golf au Mississippi. Les deux avaient sympathisé autour d'un verre. L'homme avait d'ailleurs remporté une belle somme d'argent à un jeu de cartes. Il estimait qu'Elisa lui avait porté chance et l'avait invité à venir à Destin. C'est grâce à cet homme qu'Elisa et sa fille ont trouvé où se loger. La maison appartient à cet homme dont on ne connaît pas l'identité. La mère de famille est cependant sous tension. Elle a peur de se faire prendre. Hailey ne sait pas encore ce qui se passe réellement. Après quelques semaines seulement, Elisa et sa fille prennent à nouveau la route. C'est à Charleston en Californie du Sud qu'elles emménagent. Mais ce quotidien en fuite est oppressant pour Elisa. Elle en fait part alors à sa fille. Elle quitte à nouveau leur foyer pour retrouver la Floride. Mère et fille sont hébergées chez une amie de Hailey à Fort Walton Beach. L'adolescente de 17 ans est inquiétée. Elle a peur que sa mère ne fasse une bêtise depuis sa récente confidence. Au téléphone avec la police, elle transmet la description du véhicule de sa mère. Le signalement permet de remonter à la voiture en question. Elle se trouve à proximité d'une plage de la ville.
Des agents sont envoyés sur place le 20 mars dans le but de l'interpeller. La fugitive se trouve toujours dans la maison de la personne qui l'héberge. À l'approche des forces de l'ordre, Elisa n'oppose aucune résistance. Elle se rend directement d'elle-même. Les autorités ont eu bien du mal à retrouver Elisa. Et pour cause, la fugitive et sa fille étaient constamment en mouvement. Elles se sont déplacées dans divers états et emménagées dans plusieurs maisons. Hailey ne s'est pas étonnée de ces fréquents changements. Depuis qu'elle est petite, elle a connu de nombreux déménagements successifs. Elisa et Hailey sont passées par le Colorado, la Louisiane et l'Alabama. Elles posaient leurs valises pendant plusieurs semaines dans les villes relativement touristiques. Les fugitives pouvaient ainsi se fondre dans la masse. Les paiements se faisaient également en espèces afin de ne pas être retracés. Dites-vous que si elles ont été retrouvées, c'est suite à l'appel de Hailey. Je me demande combien de temps il aura fallu aux autorités. Est-ce qu'elles auraient été retrouvées, vous pensez? Ils auraient pu passer inaperçus jusqu'au bout et ne jamais se faire remarquer. Mais cet appel a tout fait basculer. Deux versions existent concernant le signalement d'Elisa auprès des autorités. Si certains articles renseignent que c'est Hailey qui a dénoncé sa mère, il en serait tout autre. Ce seraient les amis de l'adolescente qui auraient contacté les autorités. Conduite dans un poste de police, la trentenaire en cavale admet sa culpabilité dans le meurtre de son mari. Elle n'est pas la seule à avoir fait le coup. Elisa accuse Sarah Dutra, la jeune secrétaire du cabinet d'avocats. Elle l'a aidée à planifier le meurtre. Et Sarah et Elisa ont d'autres crimes à leur actif. Elles ont agi ensemble pour l'appât du gain. Le témoignage d'Elisa est important. Elle fait une déclaration manuscrite de 3 pages où elle retranscrit tout en détail. Elle va donc pouvoir revenir sur les faits. Elle y déclare que Sarah et elle ont mis en place l'empoisonnement de Larry afin de pouvoir s'en débarrasser. Comme Larry est passionné par les chevaux, il a accès à de nombreux produits vétérinaires. Elisa l'accompagne régulièrement pour des compétitions et a appris pas mal de choses de son côté. L'arme du crime est découverte, un tranquillisant pour chevaux. Le produit n'est pas injecté directement dans le sang de Larry. Il est versé dans une bouteille d'eau qui est mise à la disposition de l'avocat. Forcément, personne ne se méfie d'une bouteille se trouvant chez soi. Larry consomme la boisson et le tranquillisant agit sur son corps. Le produit est très puissant, surtout sur un humain. Larry est drogué et il n'est plus en état de se défendre. Elisa et Sarah sont libres de faire ce qu'elles veulent. Les deux femmes l'ont alors transporté jusqu'au parc national de Yosemite. Elle projetait de l'enterrer alors qu'il n'était pas encore mort. Mais Elisa ne parvient pas à aller jusqu'au bout. Le projet est abandonné et Larry est ramené à la maison. Mais l'avocat décédera le lendemain. Son corps a été stocké pendant un certain temps dans le congélateur de la maison. C'était le temps de trouver un bon emplacement pour l'enterrer. C'est visiblement au cours de sa cavale que Larry a été enterré dans le vignoble. L'individu a été enterré dans les premiers temps de la cavale. Le cabinet de Larry est resté ouvert plusieurs mois après l'événement. Elisa et Sarah trouvaient toujours des excuses pour les absences de Larry. Elle disait que l'homme était très occupé ces derniers temps. Elle disait qu'il passait en coup de vent au cabinet bien avant la venue des visiteurs ou autres proches. Elisa n'était plus concentrée dans le travail. Elle était déjà en train de préparer sa fuite avec sa fille. Revenons dans le présent suite à l'interpellation d'Elisa. Les enquêteurs de l'affaire sur le meurtre de Larry vont enfin savoir ce qui s'est passé. Avec la fugitive incarcérée, ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Elle a d'ailleurs révélé l'existence de sa complice. Elisa fait part à son avocat, maître Tom Hogan, qu'elle a tué son mari car il l'avait battue. La fugitive est détenue en Floride, en attendant son extradition vers la Californie. La procédure est longue. La trentenaire a commis plusieurs délits dans divers États, dont celui où elle se trouve incarcérée. Plusieurs comtés de Floride abandonnent les charges retenues contre Elisa. Cela permet d'accélérer le processus d'extradition. Pendant ce temps, elle reçoit la visite de ses enfants. Cole, son fils, est désormais âgé de 16 ans. Il vit chez son père à Brooksville. Et il n'avait pas vu sa mère depuis 9 ans. Le 31 mars, Elisa met fin à ses jours derrière les barreaux. La femme de 36 ans est découverte pendue dans sa cellule. Elle a déchiré sa tête d'oreiller, puis tressé une corde. La corde de fortune a été glissée dans une grille du plafond pour mettre en œuvre son funeste destin. La détenue laisse une note derrière elle à l'intention de son avocat. Elle souhaite que ce dernier poursuive la prison car elle aurait mis fin à ses jours et que la prison ne l'a pas empêchée. Le document fait également office du testament pour ses enfants. Elle souhaite que les indemnités perçues suite à un procès leur soient reversées. Elisa l'exprime en ces termes. Mes actions leur permettront d'avancer à l'avenir sans ce lourd fardeau.
Ils n'auront pas à regarder mon procès à la télévision. Tout ça devrait mourir avec moi. J'ai essayé de creuser profondément en moi, mais ça ne marche pas. Il ne reste rien. J'ai passé tant d'années à essayer d'être forte, et maintenant, je me sens vide. La détenue assure que peu de rondes ont été faites devant sa cellule pour s'assurer de son bien-être. Elle a également indiqué par le biais de certains écrits regretter avoir tué son mari. Elle estimait que sa place était en prison pour le reste de sa vie. Mais l'enquête qui suit remet en cause ses déclarations. La trentenaire était détenue dans l'unité médicale de la prison. Les tours de garde étaient réguliers pour faire le tour des cellules. Toutes les 15 minutes, un des gardiens passait devant Elisa afin de savoir si tout allait bien. Hailey a également participé à sa manière à l'enquête. Elle témoigne de la vie qu'elle a connue ces derniers mois. Les enquêteurs comprennent rapidement que l'adolescente ne s'est pas doutée de ce qui se passait. La jeune fille a déjà vécu dans de nombreux endroits, dans de nombreux états du pays. Les déménagements n'étaient pas rares dans sa vie. Bien avant qu'elle rencontre Larry, Elisa avait effectué plusieurs déménagements. Elle est cependant au courant du passé criminel de sa mère. L'adolescente répond à toutes les questions qui lui sont posées. Elle n'a rien à voir avec le meurtre de son beau-père. Ce n'est que bien plus tard qu'elle a su ce qui s'était passé. La jeune fille, vivant exclusivement avec sa mère, est envoyée auprès de ses grands-parents maternels. Ils ne s'étaient pas vus depuis plusieurs années. Sarah Dutra a également été arrêtée et accusée du meurtre. Ce motif peut lui valoir la peine de mort si elle est reconnue coupable. La jeune femme plaide non coupable de ce qu'on lui reproche. Le motif d'accusation est revu avant le procès. C'est désormais pour homicide involontaire et complicité de meurtre qu'elle sera jugée. Son procès dure 2 mois au total. Elle est reconnue coupable et condamnée en 2003 à 11 années et 8 mois de prison. L'affaire qui a fait parler d'elle dans le pays fait l'objet d'un téléfilm. En 2005, Lies My Mother Told Me est présenté sur les écrans. Le téléfilm réunit plusieurs millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion. Sarah Dutra est libérée de prison le 26 août 2011 à l'âge de 31 ans. La jeune femme bénéficie d'une libération conditionnelle. Elle a alors purgé la majorité de sa peine. Elle réside à Vacaville, en Californie, dans sa ville d'origine. Sarah est encore sous contrôle judiciaire pendant 3 ans. Aujourd'hui, Sarah est âgée de 44 ans. Elle n'a plus fait parler d'elle après sa sortie de prison. Des années après la mort de son beau-père, puis celle de sa mère, Hailey s'exprime. En 2002, la jeune femme accorde une interview pour la première fois à ABC News. L'adolescente de l'époque est désormais une femme de 37 ans. Elle n'a pas souhaité parler avant, désireuse d'oublier son passé. Elle révèle que pendant de nombreuses années, elle n'a été vue qu'au travers de sa mère. Elle n'était que la fille d'Elisa. Ici, je peux comprendre Hailey dans sa situation. Elle a vécu une grosse partie de son adolescence en cavale, ce qui donne pas vraiment envie à cet âge. La jeune fille ne le savait pas au départ, et l'apprendre, ça a dû être un choc. Puis ici, je peux pas m'empêcher de faire un certain parallèle. Hailey a 37 ans désormais, et sa mère est décédée à 36 ans. Ça fait souvent réfléchir de traverser un âge qu'un proche n'aura jamais fait. C'est assez triste quand on y pense. Au cours de cet entretien, Hailey fait de nombreuses révélations au sujet de Larry. Elle indique que son beau-père était alcoolique et souffrait de toxicomanie. Il était également abusif et violent envers sa femme. Christine Olson, une fille de Larry d'un précédent mariage, avait défendu son père. L'avocat n'était pas abusif selon elle. Hailey a malheureusement été témoin de plusieurs scènes. L'adolescente ne se sentait pas en sécurité auprès de son beau-père concernant ses addictions. Mère et fille ont déjà tenté de partir de la maison, mais toutes ces tentatives se sont soldées par des échecs. Elle a essayé de partir à quelques reprises. Il nous a retrouvés et il a dit que si elle n'acceptait pas de rentrer à la maison avec lui, il nous tuerait tous les deux et il mettrait fin à ses jours. Larry menaçait sa femme de la dénoncer aux autorités concernant les délits perpétrés en Floride. Cela prouve que l'homme était au courant de ce qu'Elisa avait fait avant de le rencontrer. La trentenaire était comme prise au piège. Les consommations de drogue et d'alcool de Larry ont empiré. Après plusieurs actes violents, Elisa aurait envoyé sa fille ailleurs quelque temps. Elle souhaitait que Hailey soit en sécurité, le temps que tout revienne à la normale. Concernant le meurtre, c'est vers la fin de la cavale qu'Elisa lui en a parlé. Hailey voyait que ce secret rongeait sa mère. À ce moment-là, je n'avais toujours aucune idée de ce qui se passait à Sacramento. Mais l'Arizona m'avait vraiment fait comprendre que ce serait ma vie de continuer à protéger ma mère de tout ce qui la poursuivait. Elle s'est sentie soulagée en apprenant l'arrestation de sa mère. Elle estimait que cela la sauverait en quelque sorte. Hailey n'en condamne pas moins son acte criminel. Le décès de sa mère par la suite a été un cataclysme pour elle. La jeune fille s'est sentie désemparée.
Elle se sentait incapable de vivre sans elle. 20 ans après, Hailey estime qu'elle n'est pas encore tout à fait guérie. C'est assez dur ici de se dire que c'était juste une adolescente de 17 ans à l'époque. Et déjà à cet âge, elle avait un énorme poids sur ses épaules. Hailey se sentait déjà investie d'un rôle qu'elle n'aurait jamais dû jouer. Aucun adolescent ne devrait vivre des choses pareilles. C'est juste impensable en fait. La trentenaire profite de cette exposition médiatique pour faire passer un message important. Hailey porte la parole de sa mère. Elle pense qu'Elisa a vécu des violences domestiques pendant longtemps. Ses fuites du domicile familial ne lui ont pas permis de se tirer de cette situation. C'est malheureusement avec le meurtre qu'elle a trouvé un échappatoire, si on peut l'exprimer ainsi. Vous ne devez jamais rester dans une situation où vous ne vous sentez pas en sécurité, une situation que vous remettez en question. Vous avez le droit de vous sentir en sécurité et vous avez le droit à l'avenir que vous êtes prêt à fonder. C'est ce que va dire Hailey. Larry est enterré à Mountain View Cemetery. Pour ce qui est de sa famille et de ses proches, je n'ai pas trouvé de déclaration. Ils n'ont pas connu la justice au cours d'un procès, ni même de réponse de la part de la meurtrière. Le fait qu'Elisa ait mis fin à ses jours a coupé toute possibilité d'obtenir des explications de sa part. Elisa s'est donné la mort quelques mois après l'avoir infligée elle-même. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et je vous avoue que je suis assez partagé dans cette histoire. C'est pour ça que j'ai hâte de lire vos avis sous les commentaires. Quand on regarde bien, si Elisa disait vrai, c'était un putain de bourbier. Mais attention, ça ne justifie en rien le fait qu'elle ait commis l'irréparable. Si elle a vraiment été battue et subi des violences conjugales, c'est vraiment compliqué. Et on sait que malheureusement dans cette société, les femmes ne sont pas du tout protégées. Ça on le sait. Mais bon, attention, je suis pas en train de l'excuser. Parce que n'oubliez pas, il y a toute une histoire d'argent à travers cette histoire. Donc c'est possible qu'il y ait plein de mensonges et plein de choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies. Bref, j'attends vos avis dans les commentaires. Larry McNabney était un avocat brillant. Il a eu une carrière brillante, montant plusieurs cabinets dans des villes haut placées. Il a également mené un parcours brillant dans le milieu des chevaux. C'est plutôt sur le plan personnel que l'homme n'a pas vraiment de stabilité. L'avocat a connu plusieurs mariages et plusieurs divorces. Il a fait la connaissance d'Elisa en 1995 dans son cabinet. La jeune femme, devenue sa proche collaboratrice, dissimule bien des choses. Le cabinet de Larry se retrouve un an plus tard sous le coup d'une procédure du barreau du Nevada. L'enquête révèle un aspect bien sombre d'Elisa, sa tendance à voler. Larry s'est retrouvé dans une situation complexe. Il a dû quitter le Nevada pour la Californie afin de poursuivre sa carrière. Malgré ça, Larry et Elisa ont gardé de bons rapports. Ils se sont mis en couple et se sont mariés l'année suivante. Le mariage de Larry et Elisa n'est pas aussi beau qu'il le laisse penser. Entre les événements et les fêtes auxquels le couple se montre, la relation est assez abusive dans le privé. Larry a plusieurs addictions, ce qui rend le quotidien très difficile. Elisa quitte le domicile à plusieurs reprises avec sa fille, mais cela ne dure jamais. Son mari a appris son passé criminel et il en joue. Il ne peut pas la quitter, sinon il la dénonce. Mais la jeune femme sait également des choses au sujet de son mari. L'avocat ne peut pas quitter non plus son épouse. Elisa se sent acculée. La seule façon pour elle de vivre normalement est de se débarrasser de son mari. Elle met au point un plan, prenant son amie Shara Dutra comme complice. L'homme est tué et la vie demeure inchangée encore quelque temps. La disparition de l'avocat éveillant de plus en plus les soupçons, Elisa doit partir. Elle vend toutes les possessions du couple et part avec un joli pactole. La fuite dure plusieurs semaines avant qu'elle ne soit interpellée. La meurtrière formule ses aveux, puis se donne la mort 10 jours plus tard. Ici, je veux pas que vous pensiez que je blâme la victime de son sort. Je me dis que mes propos peuvent porter à confusion. Ici, personne ne devrait mourir de cette manière. Ça, c'est certain. Ce que je regrette, c'est jusqu'où les choses sont allées. L'union du couple McNabney n'est pas idyllique. Si Elisa souhaite s'en tirer, ce n'est pas un sentiment partagé par Larry. J'ai l'impression qu'ils se sont tous les deux pris au piège en se mariant. Larry a dû reprocher à Elisa le vol de son cabinet à Las Vegas. La jeune femme n'était pas à son coup d'essai en matière de crime. Mais Larry n'est pas tout blanc, ce qui le rendait vulnérable à l'égard de sa femme. Il devait rester marié pour sauver les apparences ou leur réputation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me faire part de vos théories dans les commentaires. Ce que je regrette le plus, c'est que de nombreuses personnes ont subi les conséquences de ce meurtre. Larry a été tué d'une manière cruelle. Shara Dutra s'est retrouvée embarquée dans un plan sans mesurer les aboutissants.
Hailey a suivi sa mère en cavale au lieu de profiter de la sécurité d'un foyer. Et les proches du couple qui ont appris sa mort par la suite. Et Lisa qui s'était elle-même ôté la vie. On se dit que beaucoup de choses auraient pu être évitées si des rencontres n'avaient jamais eu lieu. Ainsi se termine notre histoire. Et comme je l'ai beaucoup répété, j'attends vos hypothèses et vos théories dans les commentaires. Et pour tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Mogota-sama. Je vous attends nombreux et vous pouvez m'envoyer le message que vous voulez, bande de fourbes. Profitez, vous avez carte blanche. N'abusez pas non plus, hein, mais allez-y, je vous attends. À dire des choses comme ça, je sens qu'il y a des gens qui vont pas se gêner. Je vous connais, vous avez pas de limite certains. Bref, tout ça pour dire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous réponds directement après cette vidéo. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine affaire, c'était Mogota.